Les empires, on a l'impression qu'ils sont éternels. Mais en réalité, ils naissent, ils brillent et puis ils s'éteignent. Mais est-ce que cette chute est vraiment la fin? Ou alors, est-ce que c'est le début d'autre chose? C'est ce cycle fascinant de destruction et de renaissance qu'on va décrypter ensemble. Et voilà, c'est la question centrale. Parce que la fin d'un empire, en fait, c'est rarement un point final. C'est plutôt un point de bascule, un moment de transformation, oui, souvent chaotique, c'est vrai, mais toujours fondateur pour la suite. Pour bien comprendre ce phénomène, on va se pencher sur deux cas d'école, deux géants de l'histoire. D'un côté, l'Empire ottoman, 6 siècles de domination, quand même, et de l'autre, l'Union soviétique, le colosse du XXe siècle. Leurs parcours sont très différents, c'est sûr, mais on va voir que les leçons qu'on peut en tirer sont étonnamment similaires. Ok, mais avant de parler de la chute, il faut parler de l'apogée. C'est logique. Pour vraiment mesurer l'ampleur de l'effondrement, il faut d'abord comprendre à quel point ces empires étaient au sommet de leur puissance. Alors, voici Soliman le Magnifique. Sous son règne, là au XVIe siècle, l'Empire ottoman est à son maximum absolu. C'est une puissance militaire, politique, culturelle. Il faut s'imaginer un empire qui s'étend sur 3 continents, de l'Europe des Balkans jusqu'au cœur de l'Afrique du Nord. C'est immense. Écoutez un peu ce titre. Empereur des puissants empereurs. Ce n'est pas juste de l'arrogance, non. Ça nous dit tout de leur ambition. Une ambition universelle. La conviction profonde, à l'époque, d'être le centre du monde. Le pouvoir ultime sur Terre. Rien que ça. Allez, on fait un bond de plusieurs siècles. On arrive en pleine guerre froide. Là, la planète est littéralement coupée en deux. Et l'URSS, c'est l'une de ces 2 superpuissances. Elle dirige tout le bloc de l'Est. Elle a un arsenal nucléaire capable de rayer la carte du monde. Et son idéologie, elle, se propage à une vitesse folle. Mais voilà, même les géants finissent par vaciller. Alors voyons maintenant comment ces structures qui paraissaient si solides ont commencé à se fissurer petit à petit. Cette expression, elle est devenue tristement célèbre. L'homme malade de l'Europe. Et en fait, elle résume parfaitement la situation. Au XIXe siècle, voilà comment on voit l'Empire ottoman. Un géant qui vieillit, un corps affaibli, et ses voisins, la Russie en tête, qui attendent juste le bon moment pour se partager le gâteau. Et attention, ce déclin, il n'a pas été soudain, pas du tout. C'était une lente agonie qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Chaque date qu'on voit ici, c'est comme un clou de plus dans le cercueil. Une défaite navale majeure par-ci, des victoires qui cachent en fait une dépendance par-là, des territoires perdus. Et puis, le coup de grâce, la Première Guerre mondiale. Pour l'Union soviétique, c'est une autre histoire. La chute va être beaucoup plus rapide, presque brutale. Dans les années 80, le système est complètement à bout de souffle. L'économie est paralysée, les gens font la queue pour avoir le strict minimum. Et c'est là qu'arrive Gorbatchev avec ses grandes réformes, la perestroïka et la glasnost. C'était une tentative un peu désespérée de ranimer le colosse. Et c'est là que tout bascule. C'est le grand paradoxe. Au lieu de sauver l'URSS, ces réformes ont en fait ouvert la boîte de Pandore. Elles ont libéré les revendications nationalistes de toutes les républiques qui composaient l'Union. Et là, le mouvement est devenu totalement incontrôlable, jusqu'à la dissolution finale, le 25 décembre 1991. Pour les 2 empires, la fin, c'est une dislocation. Mais regardez ce chiffre pour les Ottomans, c'est juste vertigineux. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres ampute l'empire de plus des 3/4 de son territoire. On ne parle plus d'un déclin, là c'est un véritable démembrement. Bon, mais après la catastrophe, des ruines peut naître quelque chose de nouveau. Voyons maintenant comment ces 2, disons, espaces impériaux se sont réinventés. Alors là, c'est un retournement de situation assez incroyable. Le traité de Sèvres, c'était une condamnation à mort, une humiliation totale. Mais une guerre d'indépendance, menée par un certain Mustapha Kemal, va tout changer. Et le traité de Lausanne, à peine 3 ans plus tard, ce n'est pas une simple révision, non. C'est une victoire qui acte la naissance d'un nouvel État totalement souverain. Et voilà le symbole de cette renaissance. L'ancien ordre s'effondre pour laisser la place au nouveau. On dit adieu à l'empire multinational et religieux, et bonjour à la République de Turquie, un État-nation moderne, laïque, qui était forgé dans le feu du refus, du rejet de la défaite. Et qu'en est-il de la Russie post-soviétique ? Après 1991, le pays est en plein chaos. Il faut tout réinventer, son identité, son économie, ses frontières. C'est un processus qui a été incroyablement complexe, douloureux, et qui, d'une certaine manière, se poursuit encore aujourd'hui.
La Russie d'aujourd'hui, c'est vraiment un pays de contraste. D'un côté, on a des forces indéniables, d'immenses ressources naturelles, une armée qui reste très puissante, mais de l'autre, il y a des faiblesses structurelles évidentes. Une économie qui n'est pas assez diversifiée, un retard technologique. C'est toute l'ambiguïté de cette puissance qui cherche encore et toujours à retrouver son ancien rang sur la scène mondiale. Alors au final, à quoi ça sert de regarder le passé? L'histoire de l'Empire ottoman et de l'URSS, ce n'est pas juste une simple leçon d'histoire, non. Ça nous rappelle surtout que rien n'est permanent. En observant leur chute et leur reconstruction, on peut peut-être mieux comprendre les défis que rencontrent les grandes puissances aujourd'hui. Et forcément, ça nous amène à nous poser la question, qui sera le prochain?